Maintenant, on va faire un concert. Tous ces gens qui parlent, alors qu'on peut faire de la musique. Allez, on va commencer, comme ça on garde le timing pour les rencontres suivantes. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir les Werber père et fils. Ça, c'est quand même une chance, hein, Bernard Werber et son fils Jonathan Werber, et c'est une chance qui se prête aussi à ce genre d'interview croisée. On va évoquer leurs deux livres que je vous montre avant de commencer. Le livre de Bernard Werber, qui est paru aux éditions Albin Michel, Le temps des chimères, et celui de son fils, Jonathan Werber, donc c'est la deuxième publication, Les enfants d'Alicante, chez Robert Laffont. Bernard, si je ne me trompe pas, on doit être au 37, 38, 37. C'est tout? Ah, j'aurais dit plus. Elle est vraie fan. On va évoquer bien évidemment ces deux livres. Ce n'est pas une révélation. Bernard Werber est plutôt dans le roman d'anticipation. Jonathan, vous, c'est plutôt le passé qui nourrit votre narration. Mais vous êtes tous les deux, j'allais dire, sur la même longueur d'onde. Déjà, dans ce livre-là, tous les deux, vous nous parlez de révolution, hein, chacun à sa manière, et on va y venir bien évidemment. Mais tout d'abord, il me semble aussi que ce qui vous rassemble, c'est cette volonté tous les deux de véritablement arriver à déclencher l'amour de la lecture, le plaisir de la lecture chez le lecteur. Alors, Bernard, est-ce qu'il y a une recette pour déclencher ce plaisir de la lecture? Et Jonathan, est-ce que Bernard vous a appris cette recette? Non. Alors donc, il ne l'a pas apprise, forcément. Je laisse Jonathan répondre. Je sais pas, l'amour de la lecture. On a la chance quand on vient dans les salons de pouvoir parler avec d'autres auteurs, et en fait on s'aperçoit, enfin moi en tout cas c'est la conclusion que j'ai faite, on écrit les livres qu'on a envie de lire. C'est à peu près aussi simple que ça. Qui revient donc à déclencher le plaisir de la lecture. Exactement, mais si on met vraiment tout son cœur dans l'œuvre et que je pense que mon père et moi on partage cette passion de la littérature, et ben au bout d'un moment ça commence à se sentir à travers l'œuvre, ça commence à transpirer, et du coup le lecteur il le sent, je pense. Et c'est là où il prend du plaisir aussi. Je vais un peu parler entre nous, et tu dis que je raconte n'importe quoi, mais je pense qu'on a tous les deux l'idée de vouloir vraiment divertir le lecteur, en même temps que... on a l'idée de vouloir divertir et faire réfléchir le lecteur. Pour moi, c'est les deux lignes directrices qui caractérisent... De la base du livre. Bernard, l'important, c'est la narration, c'est l'histoire qu'on raconte. Le style, bien sûr, doit être agréable, mais le plus important, c'est ce qu'on met, c'est l'histoire. Oui. Ça va pas être comme ça, je l'ai perdu, moi. Mais tu vois, il est concis. Je suis taquin. Oui, je sais. Après le repas, tout le monde est en train de faire une sieste. Et là, je trouve extraordinaire qu'il soit venu. Moi, après le repas, j'ai envie de dormir tranquillou. Écouter des gens parler des bouquins. Heureusement que tu es là. Donc, oui, Jonathan et moi, on est plus des défenseurs, comme tu le dis, de l'intrigue que de la forme. Il y a toujours deux choix chez les écrivains, le fond ou la forme. Alors tout le monde dira, il faut les deux. Mais forcément, il y a un domaine dans lequel on est meilleur. Moi, au bout d'un moment, je vais te donner un exemple très précis. J'ai utilisé ChatGPT pour demander, alors que j'avais terminé d'écrire Le temps des chimères, pour qu'il écrive, j'ai dit, écris un livre qui parle des hybrides et des chimères à la manière de Bernard Werber, écris le premier chapitre. D'accord? Vous pouvez le faire aussi, bien d'ailleurs. Et donc, il me sort un texte, et c'était vachement bien. Avec un vocabulaire, des métaphores, des jolies idées, et tout. Et j'ai compris, en fait, il fait des concours, il fait des ChatGPT, il fait du style. Si ce n'est que je me suis dit, mon style, c'est pas de style. Pas de style, ça veut dire je ne fais pas des jolies métaphores, je ne fais pas des vocabulaires compliqués, incompréhensibles. Ce que faisait ChatGPT. C'est-à-dire ChatGPT, il fait la rédaction parfaite. Mais par contre, il ne fait pas du Werber. Parce que le Werber, c'est pratique. Enfin, moi, lui, il écrit mieux. Mais mon style, c'est sujet, verbe, complément, pas de mots compliqués.
pas de phrase lourde. Par contre, l'histoire, tout est dans la complexité de l'histoire. Et ça m'a donné un avantage, c'est que, un, je touche les jeunes, donc qui n'ont pas besoin de prendre un dictionnaire à côté pour pouvoir comprendre l'intrigue, et deux, je suis traduit dans 37 pays. Parce qu'il est plus facile pour un traducteur de traduire un texte avec sujet, verbe, complément et des mots dans lequel il n'y a pas de... on n'essaie pas de snobber le lecteur, qu'un truc dans lequel on fait une démonstration de style. Donc en effet, ta question est excellente. Moi j'ai fait un choix stratégique qui est tout dans la complexité de l'intrigue et rien dans la complexité de la phrase. Maintenant, mon voisin ici présent, que je connais et que je lis aussi, il fait un peu plus d'efforts sur le style et il reste aussi bon dans l'intrigue. Mais là, il faut attendre qu'il produise de plus en plus pour qu'il trouve son rythme. Mais il va répondre lui-même pour ce qu'il en est. Mais sur le style, Jonathan, avant ouais, de répondre, moi j'aimerais préciser aussi que c'est peut-être aussi le fait que vous avez décidé d'écrire avec l'histoire avec un grand H, auquel vous faites de la fiction, qui donc forcément nous emmène dans une autre époque et qui peut-être aussi mérite un style un peu plus travaillé. C'est peut-être pour ça que vous avez fait ce choix. Je vais revenir sur la réflexion de mon père. Ça m'amuse toujours quand on dit un style travaillé, un style pas travaillé, mais pour moi, le livre, et ça va revenir un peu sur les thèmes du montage de la nouvelle vague, mais l'idée c'est de s'invisibiliser en tant qu'auteur. Pour moi, on peut faire la même chose qu'on fait sur les films actuellement, qu'on fait sur les livres, c'est qu'au bout d'un moment, le livre est une sorte de rivière qui emporte le lecteur, et au bout d'un moment, il doit même oublier qu'il lit tellement il est plongé dedans. Après, le langage, comment est-ce que ça se sert? Oui, évidemment, quand je fais un livre historique, mon langage varie un petit peu et je fais attention aux anachronismes, mais le but reste le même. Le but reste d'emporter le lecteur du début à la fin, et mon style est là pour servir l'histoire, et il est là pour, c'est un peu étrange, il est là pour s'invisibiliser. Il est là pour qu'au bout d'un moment, ça devienne une sorte de flux de conscience et que la personne ne s'aperçoive même pas qu'elle lise et tout d'un coup elle fait oh mon Dieu, ça fait 1 heure ou 1h30 que j'ai lu et c'est, enfin, on partage ça. C'est un petit peu comme une série, on devient accro et donc on ne lâche pas le livre. Ah oui, on recherche l'effet d'addiction. Mais alors, j'aime bien ce mot invisibilité. Moi j'utilise un autre terme, c'est on ne doit pas voir le montreur de marionnettes. C'est-à-dire si quand vous lisez un livre vous dites qu'est-ce que ce type écrit bien, c'est vrai qu'il écrit mal. Parce que normalement, on ne doit même pas penser au titre, on doit penser juste au héros. On va se dire, bon sang, qu'est-ce qui va arriver? Bon, le film s'appelle Simon. Qu'est-ce qui va arriver à Simon? Et le mien s'appelle Alice. Et si vous vous dites, ah là là, le type, il a fait vraiment une jolie phrase, ça chante bien, et ça veut dire que vous êtes dans la poésie, vous n'êtes pas dans du roman. Mais le roman, normalement, on ne doit pas être ralenti par la phrase, on doit juste visualiser comme un film ou une série, tu dois visualiser l'intrigue en demandant j'espère que le héros va s'en tirer, pourvu que ce sadique d'écrivain ne le fasse pas crever à la prochaine scène parce que là ça a l'air vraiment mal barré, il ne pourra jamais s'en sortir. C'est ça qui doit y avoir dans la tête du lecteur. Absolument. Mais même, tu vois, même tu parles de ce salaud d'écrivain, mais je pense que quand la personne est tellement investie, elle ne pense même pas à l'écrivain. Elle se dit pourvu qu'il s'en sorte, c'est tout. Elle se dit pas pourvu que l'écrivain. Elle pense qu'au personnage. Elle pense au personnage. Elle oublie qu'il y a un écrivain derrière. Exactement. Si le monde décrit est crédible et s'ils sont plongés dedans, c'est dit pourvu que le monde, parce que finalement, pourvu que le monde ne fasse pas souffrir mon personnage ou qu'il s'en sorte ou qu'il réussisse à atteindre son objectif. Absolument. Alors Jonathan, on va commencer par votre livre, si vous le voulez bien. Donc c'est votre 2e roman, Les Enfants de la Discorde. Voilà. Et bien évidemment, il est là pour les dédicacer après cette rencontre. Le premier c'était en 2020, celui-ci est sorti en 2022. Donc c'est une révolution, on se retrouve, c'est la guerre de Vendée, on se retrouve donc là, c'est la répression des Vendéens, donc c'est une page d'histoire à laquelle se sont attaqués des grands écrivains, pour ne citer que Victor Hugo, bien sûr. Alors vous avez fait le choix de l'histoire, mais à laquelle vous avez fait bien sûr une fiction. Votre héros, Bernard Lenzi, s'appelle Simon. Pendant très rapidement au début, il est enfant, et puis ensuite on le retrouve adulte, puisqu'il est parti se battre, il revient chez lui, et là, son père est mort, et tout le livre va raconter, je ne raconte pas toute l'histoire bien évidemment, comment va se construire, non pas une vengeance, mais comment la condamnation des personnes qui ont tué son père va aboutir. Alors moi j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi vous avez choisi toujours, c'est le 2e livre, vous vous projetez dans l'histoire, donc pourquoi le choix du passé déjà, et pourquoi cette période-là, qu'est-ce qui vous a attiré plus particulièrement?
Alors, j'aurais quand même une toute petite question. Pour moi, c'est une vengeance, hein, de A à Z, parce que c'est pas seulement au début, ça se transforme en une sorte de condamnation, mais de A à Z, c'est un soldat qui est un soldat républicain qui s'engage contre les Vendéens, et quand il revient, il s'aperçoit que c'est les républicains pour lesquels il s'est défendu, pour lesquels il a mangé de la boue pendant 6 mois, qui est celui de ceux qui les ont trahis dans le dos, et du coup, il se dit, bon, bah, il faut qu'il paye. Voilà. Et pourquoi l'histoire? Parce que cette période m'a passionné en fait. Je trouve que la Révolution française et la terreur principalement, beaucoup de gens n'ont aucune idée de ce que c'est. La plupart des gens se disent guillotine pour les nobles, Robespierre un petit peu soupolé et Danton gentil qui essaie de le raisonner. C'est complètement éloigné de la vérité, j'ai presque envie de dire que ça n'a absolument aucun rapport, parce que quand on est à tuer 10 000 personnes, on se rend bien compte que la guillotine, ça ne va pas passer du tout. Hein, il va falloir trouver des moyens un peu plus efficaces. Et en fait, toute cette période-là, qui est une sorte de décentralisation complète du pouvoir, on avait un roi absolu au milieu, et qui ensuite a été destitué, c'est un peu le bordel à Paris, et du coup on envoie des députés dans les régions pour définir ce qu'est la République, qui deviennent des tyrans absolus. Cette période-là, je trouve qu'on n'en parle jamais, et du coup moi j'ai trouvé ça passionnant, et en fait, pour moi c'est ça le rôle de l'auteur, c'est parler des sujets qui me passionnent. En fait, je vais le redire, mais c'est écrire le livre qu'il a envie de lire. Et moi, c'était quelque chose où je me disais, mon Dieu, mais on n'a aucun livre sur la Révolution française qui parle, enfin il y a 93 aussi de Victor Hugo, mais qui parle de la Révolution vécue par pas forcément la province, mais les autres villes que Paris. Alors après, il y a des choses qui sont symptomatiques dans les autres villes qu'on retrouve. Moi, j'ai choisi Nantes parce que pour moi, c'était un des endroits où il y a eu les pires atrocités. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des noyades de Nantes ou de Nîmes, mais voilà, c'était ça qui m'avait mis sur cette voie-là. Mais quand on regarde les détails, c'est pire que tout. Et en fait, je trouvais ça fascinant. Et c'est vrai que cette page de l'histoire de France, souvent, elle est un petit peu oubliée parce que je pense qu'on a du mal à se dire qu'à la fois, on est représenté actuellement par la République, et en même temps, la République pouvait être, quand elle est arrivée, elle était composée de gens pas forcément très sympathiques. Et j'avoue que moi, c'est ce que je trouvais intéressant. C'était vraiment montrer ce que j'appelle la cachée de l'histoire, qu'on ne nous apprend pas forcément, et qui pourtant a défini la société dans laquelle on vit actuellement. Oui, mais Jonathan, quand on s'attaque justement à une page d'histoire aussi difficile, comment on fait pour y mêler la fiction sans jamais ni devenir ennuyeux parce que trop historique, et sans trop s'éloigner non plus de l'histoire, parce qu'autrement, la volonté de raconter aussi cette histoire pourrait s'atténuer. Alors là, on retombe un peu sur le sujet dont on avait commencé à aborder au début, et moi j'ai pris le récit de l'histoire de vengeance, parce que je trouvais que ça s'y prenait bien, mais ce récit est fictif, mais après la Révolution française était un tel chaos que je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire de chercher une vengeance dans un chaos où tout est absolument bloqué, où les gens sont intouchables, où les lois sont décidées par les tyrans locaux. Et c'est ça qui m'amusait, et donc avec ce système de vengeance, j'ai pu tracer mon histoire, mon narratif, et j'ai pu tracer le fait que mon héros explore cette période pour que je puisse montrer tout ce que j'avais envie de montrer au lecteur. Et quand vous tournez avec ce livre, quand vous rencontrez les lecteurs, est-ce que vous avez atteint votre objectif, c'est-à-dire bien sûr le plaisir de la lecture, mais aussi de faire découvrir cette page d'histoire? Est-ce que vous pensez vraiment que les lecteurs ont adhéré aux deux? Oui, parce que j'ai passé tellement de temps sur les recherches. C'est vraiment très compliqué la Révolution française, et je pense que c'est pour ça qu'en cours on nous l'explique de manière très simple, et du coup mon but c'était la transmettre de manière simple, c'était vraiment la comprendre, sa quintessence, histoire de pouvoir la communiquer au lecteur de la manière la plus claire possible. Et toi tu as lu le livre, je pense que c'est très clair, on suit très bien, on s'attache au personnage, en même temps on apprend toujours des choses de l'histoire, même quand on pense bien la connaître, cette page d'histoire, on apprend des choses, évidemment, et c'est aussi le but du livre. Mais c'est pas aussi évident que ça en a l'air de rendre passionnant un livre qui retrace une page d'histoire. Je pense qu'il faut bien connaître son sujet et bien connaître les mécanismes narratifs, les choses qui font que le lecteur a envie de suivre. Et une fois qu'on a ça en main, on peut commencer à écrire, mais il faut vraiment avoir ces soucis en tête. Et moi, c'était les deux soucis que j'avais en tête, c'était rendre une version réelle de la période, et en même temps avoir mon lecteur accroché de A à Z, et surtout qu'il en ressorte avec une compréhension plus grande de ce qu'était la Révolution française. Et quand on a ces trois buts en tête, en fait, quand c'est ce qui nous obsède quand on écrit du matin au soir, je pense que ça transpire sur la feuille. Voilà. On parlera ensuite de vos façons de travailler à tous les deux, mais d'abord je voudrais qu'on parle du livre de Bernard. Alors Bernard, j'allais dire, c'est entre deux spectacles que vous êtes là, puisque le voyage intérieur
tourne bien. Vous étiez récemment à Paris, sur scène, et bon, c'est autre chose que l'écriture, et c'est intéressant de savoir qu'est-ce que ça vous apporte d'autre, le fait de vous retrouver dans ces spectacles d'hypnose, avec un public nombreux à chaque fois, parce que moi je suis vos représentations. Qu'est-ce qui diffère avec le public que vous rencontrez pour vos livres? Bah déjà, il y a moins de bébés. Non mais... C'était une plaisanterie, hein. En fait, il y a un qui ne pas pleurer, parce que j'ai déjà vu des spectacles avec des petits-enfants qui faisaient du bruit, et au bout d'un moment, je réclame à un moment un silence à la salle, et parce qu'après je les fais chanter, je fais faire la gymnastique, je les fais se déshabiller, enfin, c'est un spectacle très interactif. Si vous n'êtes pas venu, il faut le faire une fois dans sa vie. Et la différence, c'est que là, je vais parler, vous allez hocher la tête, après, avec un peu de chance, on va se faire applaudir, et le spectacle va être complet. Quand je fais, donc, ça s'appelle Vie, voyage intérieur expérimental, je propose aux gens de fermer les yeux et de visualiser des choses, ce qui est la base de ce métier, et c'est ça aussi que j'essaie de transmettre à Jonathan. Notre métier, c'est conteur. Conteur, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire, et vous la vivez. Et c'est pour ça qu'écrivain, j'aime pas le mot, parce qu'écrivain, à la limite, un comptable, c'est quelqu'un qui écrit, hein, il écrit des chiffres, un auteur, c'est un écrivain. Mais un conteur, ça veut dire qu'il faut arriver à raconter une histoire qui puisse transformer, la personne qui écoute. Donc quand je fais le spectacle Voyage intérieur, on le voit en direct. C'est-à-dire que les gens, à la fin du spectacle, ils viennent témoigner ce qu'ils ont vécu. Mais normalement, quand vous lisez un de nos livres, mes livres et des livres de Jonathan, vous devez être, vous aussi, faire un transfert sur le héros et être vous-même transformé parce que vous allez comprendre des choses que vous n'aviez pas compris avant, ou alors vous allez vous poser des questions que vous ne vous posiez pas avant. Mais le but d'un livre, à mon avis, c'est de changer le lecteur. Si c'est juste lui faire une promenade dans laquelle il va suivre quelqu'un qui a des aventures ou qui a une histoire d'amour, et qu'après ça ressemble à toutes les histoires, c'était pas la peine de déranger ni le papier, ni l'imprimerie, ni les lecteurs. J'attends d'un livre, peut-être parce que j'ai lu moi-même des livres qui m'ont changé, j'attends une totale métamorphose. C'est-à-dire il y a le livre avant et après que j'ai lu. Une fois que je l'ai lu, tout d'un coup, je me pose de nouvelles questions que je ne me posais pas, et c'est ce que j'appelle une prise de conscience. C'est l'aventure de la conscience. Donc, dans le spectacle, je fais une petite démonstration du pouvoir d'un récit, et dans le livre, dans un spectacle qui dure 1h30 ou 2 heures, celui quand ils sont bien à la salle, et le livre, vous allez avoir 8 à 9 heures d'expérience, de changement, d'ouverture d'esprit. Alors, il y a des gens qui voient juste l'histoire, qui restent au niveau un personnage qui a des péripéties, mais il y en a d'autres qui voient à travers ce qui se passe des nouvelles questions que ça pose. Par exemple, je prends les fourmis, ça va faire une prise de conscience que ces trucs qui sont dans notre cuisine, dont on essaie de se débarrasser avec des produits insecticides, en fait, ça donne peut-être une civilisation intelligente. Donc ça, c'est une prise de conscience. Peut-être que les lecteurs ne se posaient pas cette question avant. Voilà. Dans le temps des chimères, la question que vont se poser les lecteurs, c'est avant, on peut mélanger de l'ADN animal avec l'ADN humain, et que ça donne un être qui soit moitié animal, moitié humain, sachant qu'en plus, ça, il y a des expériences qui sont réellement dessus. Donc ça aussi, ça va être une prise de conscience. Mais moi, ce que je reprocherais le plus à un livre, c'est qu'il ressemble déjà à un livre qui a déjà été fait. Et je crois que Jonathan et moi, quand on écrit, on se dit, ce qu'on fait, il faut surtout que ça ressemble à rien de connu. Que ça soit quelque chose de nouveau, que ça apporte quelque chose, et je suis d'accord. Alors, la différence, puisque vous avez quand même pas mal de livres à votre actif, Bernard, c'est qu'on retrouve des familles, on retrouve les deux familles que l'on suit avec vous depuis très longtemps, les Veil et les Caméraires, pour ceux qui ont l'habitude de lire Bernard Werber, qui irrigue votre œuvre, j'allais dire. Alice, cette fois-ci, c'est votre héroïne, et elle, c'est elle qui va donc décider de créer des êtres hybrides. Je voudrais juste que vous nous disiez un mot sur qu'est-ce qui a déclenché l'écriture, comment ce sujet s'est imposé à vous de parler de ces êtres hybrides, qui est, même si c'est toujours ce que vous faites, de la prospective, de la fiction, c'est pas de la science-fiction, c'est plus des prospectives, donc c'est des sujets qui sont déjà pas d'actualité, mais qui sont déjà plausibles et réalisables. Pour répondre à ta question, la plupart de mes livres, il y a une première
notre part d'animalité. Donc, j'évoquais les fourmis, mais il y a aussi les chats. Voilà. Les chats, c'est notre part de chat qui en nous. Et là, j'ai redistribué sur 3 éléments. Donc, notre capacité à voler avec les hommes chauves-souris, notre capacité à nager avec les hommes dauphins, et notre capacité à creuser sous terre avec les hommes taupes. Et les 3 hybrides vont former 3 civilisations, 3 cultures, 3 modes d'appréhension de la nature. Et le questionnement qu'il y a dans le temps des chimères, c'est et si nous nous diversifions, telle quelle notre espèce est uniformisée, il n'y a que l'Homo sapiens. Avant, il y avait le Néandertal, le Florensis, le Denisovia, et c'est pas très simple pour une espèce d'être représentée que par une forme. Et en se rediversifiant, nous augmentons nos chances de survie. Pour prendre le cas des fourmis, les fourmis, il y a 12 000 espèces de fourmis. La différence entre la plus petite et la plus grande, c'est x60. C'est comme s'il y avait des humains de 1 mètre et des humains de 60 mètres. Ça veut dire le niveau de diversification de l'espèce. Et nous, ben, on se ressemble tous. On a juste la couleur de la peau et déjà ça crée pas mal de problèmes. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'on ait des ailes, des nageoires et des griffes pour creuser la terre afin de nous diversifier encore plus? Plus que diversifier, c'est s'adapter, parce que le monde change aussi. Il y a des catastrophes qui nous menacent, et on en est tout à fait conscient. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'on s'intéresse à ce genre de choses. Mais l'hybridation n'est pas née dans votre esprit, c'est quelque chose sur lequel on a commencé à faire des recherches. Oui, il y a 2 ans, au Japon, le gouvernement a autorisé à faire de l'hybridation mélange humain et animal. Donc il y a un monsieur qui a un nom japonais que je n'arrive pas à prononcer, mais en tout cas lui il est en train de faire tout ce qu'il y a dans mon bouquin et qui devrait émerger d'ici progressivement. Au début on avait le droit de faire les hybrides humains-animal que des fœtus de 14 jours. Maintenant, après on est passé à 28 jours et maintenant pour le cas de ce japonais, lui il a le droit de faire naître. Donc on va avoir des hybrides humains-animal et la raison pour laquelle ces expériences sont autorisées, c'est pour pouvoir faire des greffes d'organes. Donc il va le faire, là il fait du humain cochon et du humain singe. Et on va voir ce que ça donne. Mais enfin, c'est le thème de mon livre, c'est ne croyez pas que l'être humain est un être non évoluable. Et il y a des gens qui sont en train de le faire évoluer actuellement, pas forcément pour le meilleur, mais en tout cas, préparons-nous à cette révolution-là. Alors, sans dévoiler ce qui se passe dans le livre, ces hybridations vont exister, donc il y a une expérimentation qui va aller plus loin, même si on se rend compte au fur et à mesure du livre que les principaux défauts des hommes ne sont pas pour autant effacés, qu'il va y avoir toujours des défauts de la peur, la volonté de domination. Donc même si cette évolution se fait pour s'adapter aux catastrophes, c'est pas pour ça que l'homme, ce que l'homme va changer, va être peut-être plus facilement conciliable avec les autres. Parce qu'on ne peut pas changer, je veux dire, l'humain tel qu'il est. Le sapiens, c'est à peu près 600 000 ans. On ne peut pas d'un coup, sur une génération, devenir raisonnable. Donc il va y avoir encore des tâtonnements, et même si on produit des hybrides, ces hybrides vont aussi tâtonner. C'est comme les enfants, il faut les éduquer un peu, et puis après, ils ne sont pas tous réussis. Alors, je dis pas ça pour toi, Jonathan. Mais, tu veux, hein. Mais, voilà, on va dire quelque part, les hybrides sont les enfants d'Alice Kammerer, et au début, elle pense qu'ils sont mieux que nous, et puis elle va s'apercevoir qu'ils sont quand même assez proches de nous, puisqu'il y a une part d'humain, et comme nous, ils sont un peu cons, quoi. Parce que ça fait partie de notre espèce. Notre espèce, on n'est pas tous intelligents, on n'est pas tous... Surtout, le mot con, c'est on n'est pas tous conscients. C'est pas qu'on est intelligent, il y a des intelligents cons, et il y a des... Voilà. Mais l'idée, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, c'est comprendre notre place dans la nature et notre place dans le temps. C'est-à-dire comment notre espèce pourra évoluer dans le temps et comment elle pourra évoluer dans l'espace. Et le fait qu'ils aient encore des défauts, certains défauts humains qu'on connaît bien, à la limite, c'est presque rassurant. Ça fait bien partie du... Parce que votre livre, comme le livre de Jonathan, c'est un livre
c'est une révolution, c'est une autre révolution, mais c'est aussi une révolution. Voilà. J'adore quand tu me réponds comme ça. Je suis d'accord avec toi, je vais me parler avec les Et puis, il faut le laisser parler un peu. C'est intéressant ce que tu Alors dis. moi, je suis très envie, parce pour le titre. qu'il dit qu'il a lu vos livres et qu'il les trouve très bien. Et moi, je me suis demandé, quand on est le fils de Bernard Werber, est-ce qu'on commence à lire très tôt les livres de son père? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez... Quel regard? Attends, je vais juste dire une chose. Oui. Alors que lui, quand il lit les miens, il les trouve pas tous Eh bien. bien, c'est ce que je voulais savoir. Après, il y en a beaucoup, il y en a peut-être qui ont sa préférence. Mais comment ça s'est passé, la rencontre avec l'écriture de votre père? Notre relation à l'écriture et à nos œuvres a complètement changé depuis que je suis dans le métier, on peut quand même le dire. Parce qu'on se fait lire les premières versions, on se fait lire souvent les plans ou les premières versions. On n'a même pas la même définition de ce qu'est un plan. Lui, oui. Moi, lui, il est vraiment sur quelque chose de plus détaillé, qui l'agrandit. Moi, je suis un peu... je pense un peu comme un menu et ensuite, après, je fais ma cuisine à partir de là. Et c'est vrai que déjà on se fait lire l'un à l'autre, et puis souvent on cherche la petite bête, voilà, l'un et l'autre, on essaie de trouver là où ça coince et on essaie de le réparer pour l'autre, mais du coup on est des critiques assez acerbes l'un avec l'autre. Et constructives, toujours constructives. L'un comme quoi? Non. Oui ou non? C'est-à-dire? Oui, oui. Non, on est toujours constructif, après on n'accepte pas toujours la construction de l'autre. C'est-à-dire que c'est souvent, on arrive, on fait « bah, t'aurais pas dû faire ça, tu devrais faire ça », et puis... Donc, Non, il y a un élément, puisque maintenant on parle de trucs de famille très 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 gênants devant juste quelques amis. c'est ça qui les intéresse. C'est qu'en général, et l'un et l'autre, on se dit cette phrase, au niveau de la fin, c'est pas mal, mais tu pourrais faire mieux. Voilà. Et c'est sur les fins, parce que, en fait, un livre, c'est un tour de magie, et au final, on sort le lapin du chapeau. Et c'est au niveau du lapin qui sort du chapeau, donc les 10 dernières pages, que, en général, et Jonathan et moi, on se dit, attends, ton lapin, il est pas mal, mais tu peux faire mieux. Voilà. Mais dans mes masterclass, je dis, quelle que soit votre fin, vous pouvez toujours faire mieux. Parce que la première fin que vous avez mise est souvent une fin prévisible. Et il faut avoir l'effet waouh. Et c'est au niveau de l'effet waouh qu'en général, je dis à Jonathan, tu peux avoir un effet waouh plus fort. Ce à quoi il me répond, là j'en ai déjà chié. On va considérer que l'effet waouh, il est déjà correct. Ce que je respecte, c'est son œuvre. Hein. Mais il me dit pareil sur moi, il me dit, ta fin, tu peux... Mais vous-même, quand vous lisez des livres d'autres auteurs, bon, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit. Mais vous devez vous dire, ah ben attends, à la fin, elle aurait pu faire mieux. Vrai ou pas vrai? Bah, je vais vous citer un livre au hasard, Alain de Corbel. Sa fin, elle est à chier. Ne le dis à personne, mais c'est impossible. Il doit y avoir un tribunal des fins complètement ratées. Bon, je ne cite pas que ça, je ne vais pas citer d'autres, mais quand j'ai vu ça, parce qu'un livre, c'est une promesse. Et ça on l'a bien compris. Donc la promesse, c'est, voilà, je vous pose un truc, ça a l'air impossible de résoudre ce problème, et bien pourtant, à la dernière page, on va résoudre ce problème. À partir de là, vous tournez les pages, c'est quoi le truc qu'il nous a prévu? Et là, on découvre le truc qu'il a prévu. Et là, il y a un effet, ah ouais, ça c'est bien, ou, quoi, c'est ça? Tout ça pour ça? Je donne un autre exemple d'effet où normalement le public aurait dû dire, mais ça ne fonctionne pas, c'est les 10 petits nez, qui s'appellent maintenant... Et ils seront 10. Donc c'est 10 personnes sur une île, qui c'est qui a lu ça? Qui c'est qui n'a pas lu ça? Voilà, bien, vous allez pouvoir le dire, vous allez vous régaler. Alors, je vais vous spoiler d'un coup. Non, mais vous l'avez déjà lu en fait, ça a été tellement, ouais, c'est tellement copié. Non, mais je vais expliquer ce que c'est qu'une fin réussie et ce que c'est qu'une fin ratée, parce que personne n'ose le dire, et je vous autorise à le dire aussi. Ça dit petit nègre, 10 personnes sont sur une île, et tous les soirs, il y en a un qui meurt. Du coup, les survivants se suspectent entre eux. Fait, ben, vu que machin est mort, et que c'est pas moi, c'est toi. D'accord? Donc, il y en a 10, il y en a 9, il y en a 8, 7, 6, 5, 4, 3, ils sont plus que 2. Donc, en tant que lecteur, vous vous dites, ça pense que c'est le numéro 9 et l'autre pense que c'est le numéro 10. Et le numéro 9 meurt. Donc, excusez-moi. Il reste donc que numéro 10. Heureusement, personne n'a pris la photo. Il reste donc que numéro 10, et vous dites, bon, ben, c'est le seul survivant, c'est lui l'assassin. Eh ben non. Eh ben, alors, on va dire... Et même il se suicide, le numéro 10. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait,
numéro 2 n'était pas mort. Alors, dans le roman, il y a écrit qu'il est mort, mais il fallait savoir que l'écrivain, Agatha Christie, vous a menti. Elle vous a dit qu'il était mort, mais il n'était pas mort. Ah ouais, mais nous, il faut a priori, l'auteur donne des éléments. Donc si maintenant on considère que l'auteur nous donne des trucs faux pour qu'on ne puisse pas trouver la fin, ça de la tricherie. Et normalement, un bon roman, et vous pourrez me l'envoyer dans le temps si je me fais avoir, c'est que vous devez avoir tous les outils au début du livre pour trouver la fin. Et la bonne fin, c'est vous n'aviez pas bien regardé, il y avait un petit détail qui pouvait vous permettre de comprendre. Mais vous deviez avoir tous les éléments. Et dans Alan Cohen, c'est le même problème, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se demande, son histoire est impossible à résoudre, on se dit, c'est quoi le truc? Le truc, c'est quand vous n'avez pas dit, mais il y a un autre élément, et là, il sort ce qu'on appelle le out of the box, out of the blue. Et il sort un truc, évidemment, si on n'avait pas cette information, il était impossible de trouver. Voilà. Donc, à partir de là, ça, il ne respecte pas les règles du jeu. Il y a un petit amendement qui a établi les 22 règles qui font qu'un roman, qu'on n'a pas le droit de foirer sa fin. Et ces 22 règles, je trouve, on devrait l'avoir comme une sorte de serment d'Hippocrate. Devant soi, on écrit un peu là. Il y a une promesse, et l'un des éléments, c'est le lecteur doit avoir tous les éléments qui lui permettent de comprendre la fin, et l'écrivain doit malgré tout le surprendre, mais il doit y avoir sur le nombre des lecteurs quelques-uns qui ont trouvé parce que c'était trouvable. Voilà. En fait, il faudrait écrire un roman comme on écrit une nouvelle avec une chute. Comme ça, oui. On arrive, on est quand même surpris par la fin. Jonathan, il a enchaîné avant que vous puissiez dire. Donc on en était où? On parlait justement de... Non mais c'est souvent, c'est pas notre première conférence, c'est souvent, on est tellement passionné, ça montre quand même qu'on est tellement passionné par le narratif que souvent ça se finit en cours d'écriture d'histoire. Et c'est vraiment très commun. Et c'est montrer qu'au-delà de nos sujets, on est vraiment passionné par les histoires et la structure des histoires. Je voulais juste dire un truc sur tu parlais des fins. Non, il a fait une critique, il a dit oui, et souvent on se dit que les fins vont pas bien. Et souvent il se passe quelque chose de très simple, c'est on prend la remarque, on dit ouais t'as tort, et ensuite on change notre fin. Voilà. On fait tout le temps ça, et on dit ouais t'as rien compris, de toute façon. Et en fait, c'est son deuxième prénom. C'est exactement pareil. En général, je lui dis ta fin tu peux faire mieux. Il me dit non, j'en ai marre, et puis ça fonctionne très bien. Puis il me rajoute cet élément très intéressant. L'éditeur dit que ça lui convient. C'est le juge de paix. Moi, l'éditeur, j'en ai rien à foutre. L'éditeur, ça lui convient, ça veut dire qu'il n'a pas envie de se prendre la tête et il y a un moment, il faut avoir une exigence un peu plus élevée. Non, vis-à-vis du lecteur, et de se dire le lecteur, il ne va pas se contenter de ça. Il faut lui faire un vrai effet waouh. Et en général, quand je lui dis que tu peux faire mieux, je lui propose autre chose de mieux. Il ne prend pas ça, mais par contre, il va à partir de là comprendre comment lui, il va trouver sa fin. Moi, je sais, Jonathan, je crois savoir comment travaille Bernard, c'est-à-dire il fait une première version du roman, il referme et il réécrit complètement le roman. Il fait comme ça plusieurs versions du même livre jusqu'à ce qu'il tombe sur la bonne. 10 versions. Est-ce que vous, Jonathan, vous avez cette façon-là de travailler? Vous êtes... Parce que quand même, ça prend beaucoup de temps d'écrire, de fermer, d'en refaire un autre, même si c'est tout. Il réécrit complètement l'histoire, il ne corrige pas. Je ne sais pas si j'ai été claire. Au lieu de corriger son livre, il réécrit à chaque fois le même livre et d'une différente façon. Des fois, il y a même plus de diversions. Jonathan. Diversion. J'ai hésité à faire la blague et je me suis dit, quand même... Ça y est, il l'a fait. Moi, encore. Oui, c'est ça. J'ai pas encore écrit 33 livres, donc je peux pas. Et non, moi je suis un peu différent, j'écris le plan, j'écris le plan mais pas de manière aussi détaillée, j'écris vraiment chapitre par chapitre les actions, et j'écris juste les actions, les interactions entre personnages, je fais beaucoup de fiches, et je reprends mes plans mais ils sont pas aussi longs, généralement c'est maximum 15 à 20 pages, et je me dis toujours que c'est plus facile de balancer, lui il écrit des 200 pages. Moi je balance des 15 à 20 pages, mais généralement finalement le contenant il est à peu près le même, c'est juste que lui il explore un peu plus les détails parce que je pense qu'il écrit plus que moi, il a une plus grosse capacité d'écriture. Mais du coup moi j'ai appris à voir dans la concision ce que j'avais envie de voir. Et généralement là je suis en train de finir le 3e qui sort en février, et j'ai fait 10-12 plans. Tu peux donner le titre? Ça s'appelle La meilleure écrivaine du monde, ça sort le 1er février. 1er février. C'est un livre sur l'intelligence, qui est une intelligence artificielle
c'est marrant alors que je suis en train de parler du deuxième. C'est une intelligence artificielle qui décide, enfin qui a comme mission d'écrire le prochain polar best-seller. Et pour ça, son programmeur lui fait découvrir la vie, parce que tout ce qu'elle écrit, c'est des copies de livres. Et lui dit, pour écrire quelque chose de vraiment original, je vais faire découvrir la vie, mais il peut lui faire découvrir la vie seulement à travers des robots, des sortes de petits robots d'aide en maison de retraite, des sortes de sièges roulants qui montent et qui descendent leur siège pour aider les résidents. Et à travers la découverte de la vie, elle s'aperçoit qu'il y a des gens qui perdent la tête dans cet EHPAD et tout le monde s'en fout. Elle se dit que si jamais elle arrive à résoudre ce mystère, elle aura son polar parfait. Oui, voilà. Mais ça veut dire, Jonathan, ça c'est un scoop. Parce qu'après 2 livres qui étaient plutôt dans le passé, là tout d'un coup, ça y est, c'est plus de la prospective, peut-être de la science-fiction. J'allais dire, vous vous rapprochez peut-être un peu plus de ce qui est écrit Bernard. J'écris les livres que j'ai envie de lire. J'ai pas vraiment d'obsession. Enfin, je sais quand même que cette fois-ci, c'est différent. Mais c'est marrant en fait, pour moi, le premier et mon deuxième sont déjà différents. Mon éditeur à l'époque, qui me suit là aussi sur le troisième, à chaque fois que je lui arrive avec un nouveau plan de bouquin, il a un peu une goutte de sueur, il fait « Ah oui, c'est complètement différent du précédent ». Et là, encore une fois, il m'a fait « Ah oui, c'est encore complètement différent des 2 précédents ». Et vous savez bien qu'on aime les cases en France. Il faut être dans un style, dans un genre de livre, et là, vous le perturbez forcément. Et moi, je ne supporte pas les cases, c'est vraiment... Mais ça, c'est depuis que je suis tout petit, et j'ai envie d'écrire. Et puis en plus, je me dis, si on se fait mettre dans des cases, c'est qu'on écrit quelque chose de pas assez original. Si on n'arrive pas à nous caser dans des cases, c'est on écrit quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Et du coup, moi j'essaie d'écrire, j'essaie, je sais pas que j'y arrive, mais j'essaie d'écrire des choses qui... C'est ce qu'on disait, il faut écrire des choses qui n'ont pas encore été écrites. En tout cas, avoir cette mission. Je ne dis pas qu'on réussit forcément, mais je dis qu'on va avoir cette mission quand on y arrive, d'essayer de faire quelque chose de vraiment original, d'apporter quelque chose au monde, de pas simplement gâcher des arbres et du papier pour rien. Et voilà, et donc moi, à chaque fois que j'explore quelque chose, donc là j'avais exploré la Révolution française, je ne voyais pas écrire tout de suite, en tout cas, un autre bouquin sur la Révolution française, parce que j'avais l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais à dire. Sinon, c'est que le bouquin, il n'est pas complet. Et là, du coup, l'intelligence artificielle, j'avais commencé avant ChatGPT. C'est vrai que mon éditeur, quand je suis arrivé pour le voir, il commence à avoir confiance, mais c'est vrai qu'il se disait encore une autre lubie de Jonathan, parce que la Révolution française, c'était une de mes obsessions. Ensuite, j'ai eu de la chance, parce qu'en mars de cette année, c'était la chose sur laquelle tout le monde s'est penché. Mais j'ai fait du flair. Mais... C'est souvent le cas de Bernard aussi, il attaque des sujets, je me rappelle quand il a abordé le sujet du Covid, souvent il s'attaque à des sujets qui, dans la foulée, deviennent des sujets d'actualité. Je sais pas, peut-être qu'on a une obsession qui est proche de ça. Comment ça marche, Bernard ? Prospective. Oui, de la prospective. Voilà. Si vous voulez savoir qu'est-ce que vous allez avoir dans 5 ans, lisez mon livre. Et si vous voulez savoir ce qui va se passer en 10 ans, vous lisez le livre de Jonathan. Voilà, comme ça on a le temps, on a plusieurs possibilités. Bernard, je vous ai souvent entendu dire que vous êtes quelqu'un d'assez positif, et quand vous écrivez, ce que vous cherchez à faire, c'est que vous voulez montrer des voies pour faire de sortie de secours un mieux pour les gens qui vous lisent. Alors, est-ce que c'est toujours comme ça que vous écrivez ? Je voudrais savoir si, Jonathan, vous avez le même état d'esprit quand vous écrivez. Est-ce que c'est aussi ça que vous avez envie de donner des sorties de secours ? Non, d'abord. Alors d'abord moi. Non, je ne me vois pas trop. Là, j'ai écrit 2 livres historiques. Mon premier, c'était vraiment... Ça s'appelle Là où les esprits ne dorment jamais. C'est vraiment une sorte d'enquête Sherlock Holmes. Moi, je m'interroge plus à comment on en est arrivé là. Mon premier, c'est vraiment c'est une enquête sur le spiritisme, la création du spiritisme qu'on peut voir aujourd'hui, qui est né en 1850. Et c'est une enquête à la Sherlock Holmes vue sur la création de ce mouvement, pour se demander si jamais c'est juste une grande arnaque qui est un simple tour de magie, ou bien si c'est... Il existe encore aujourd'hui. Mais oui, mais du coup, c'était une enquête cartésienne sur le paranormal, et je trouvais ça passionnant. Je vais me demander comment on en est arrivé là. Et le deuxième roman, c'est beaucoup plus clair, c'est qu'est-ce qui a mené à la Révolution française et comment on est sorti de cette Révolution française et qu'est-ce que ça a donné dans la République qu'on a aujourd'hui. Oui, mais le troisième, sur l'intelligence artificielle, ça ne traite pas, évidemment, ça traite de l'intelligence artificielle, mais ça traite aussi des EHPAD, du milieu hospitalier, et du coup, voilà, et en fait, comment dire, ça me permet d'explorer en fait les thématiques qui me tiennent à cœur. Je cherche toujours des sujets qui me permettent d'explorer les thématiques qui me tiennent à cœur. Et l'intelligence artificielle, le fait d'avoir créé des esprits du bout des doigts, des esprits artificiels, parce qu'on avait déjà accès à de la matière première, on avait déjà réussi à faire des greffes, on avait déjà réussi à changer l'humain, mais au niveau de l'esprit, c'était quelque chose qui échappait encore. Et là maintenant, on arrive à créer presque des esprits indépendants. Et de l'autre côté, je trouvais ça intéressant de le mélanger avec l'EHPAD, où l'esprit est un peu plus défaillant, et le corps est là.
Et du coup, je trouvais ça rigolo et je voulais voir comment les deux choses étaient complémentaires et surtout comment est-ce que ça parlait de l'humain en fait. À chaque fois c'est la question qui est au cœur des romans quand on commence du début à la fin, on essaie de parler d'un des aspects de l'humain. Donc c'est pas dans le même état d'esprit, alors que vous, Bernard, vous persistez, vous signez, l'idée c'est quand même de montrer des sorties de secours. Oui, il va me dire. Non, je vais dire autre chose, je ne vais pas tomber dans ce panneau-là. D'abord, je trouve que les actualités, telles qu'on les reçoit, sont extrêmement anxiogènes. C'est le monde qui est anxiogène. Tout l'ensemble fait qu'en gros, on est tous stressés. Donc l'objectif d'un livre est évasion. C'est-à-dire, on vous dit, on est coincé, on va arriver à une impasse et on va tous crever. Qui en gros, ce que vous annoncez les actualités tous les jours. Et là, le roman est là pour vous dire, on est coincé, on va arriver à l'impasse, mais on ne va pas tous crever parce qu'il y a une sortie de secours exactement comme tu l'as dit. Alors la plus grosse sortie de secours que j'avais trouvée, c'était un Papillon des étoiles. C'est on se casse de cette planète, on va en coloniser une autre. Il y en a qui ont lu Papillon des étoiles? Les 3, là. Très bien. 4. En gros, c'est il y a forcément un moyen de s'en sortir. On sent bien que ça va tel quel, ça ne va pas s'arranger, mais il y a des solutions et c'est un problème d'imagination. L'imagination, c'est mon domaine, donc je vais réveiller votre propre capacité à trouver des solutions. Je vais vous montrer comment on peut trouver des solutions. Mais le temps des chimères, c'est déjà une solution. La solution par rapport à la connerie ambiante, c'est faire des nouveaux humains qui soient différents d'eux. Maintenant, si vous avez d'autres solutions, en fait, j'ai envie de dire, trouvez aussi votre solution, mais ne restez pas comme les lapins qui voient le camion qui vient les écraser, fascinés, terrorisés, en train de se dire on est foutu. Si vous avez cette idée dans la tête, déjà vous allez moins bien. Si vous vous dites ok, il y a un camion qui vient pour m'écraser, c'est fascinant et ça me terrorise, mais je vais quand même faire un petit saut de côté pour essayer de l'éviter. Voilà. Bon, le saut de côté dans Papillon des étoiles, c'est un vaisseau spatial qui part pour quitter le système solaire. Dans Le temps des chimères, c'est ok, on va repartir avec un nouvel humain, mais chaque fois, ce que je propose, en effet, comme tu l'as si bien dit, Elsa, c'est on va s'en sortir parce qu'il y a des gens intelligents qui réfléchissent à des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et qui vont nous permettre de nous en tirer. Et moi, je n'avais pas pensé au personnage de Francky qui m'a fait beaucoup rire. Alors vraiment, que Francky... Francky est Marseillais. Ben oui, je ne sais pas, mais c'est tu connais pas Francky. Non, inspiré d'un personnage. Moi, c'est mon ami qui est acteur, d'ailleurs il y a un théâtre. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Francky Charras ici? Ouais. Hein? Là, tout à l'heure, il y a un type qui est venu qui m'a dit je suis le meilleur ami de Francky Charras. C'est mon copain marseillais qui me raconte tout ce qui se passe à Marseille et qui a un théâtre ici et qui fait un spectacle. Bon, là, il s'appelle Francky Charras. Ah, c'est génial, il faut que tu me le présentes parce que dans le livre, j'adorais ce personnage. Ah, mais c'est un être délicieux. Mais, marseillais, quoi. Merci à vous deux de vous être prêtés au jeu. Mais il y a une question quand même à laquelle Jonathan n'a pas répondu, c'est à partir de quand il a commencé à lire son père? Ah oui. Tôt ou pas trop assez tôt, mais parce que lui a une vraie passion pour la lecture, qui est extrêmement difficile. Et du coup, très rapidement, il m'a fait lire. Je suis pas sûr qu'il m'ait fait lire lui en premier. Mais c'est arrivé, et c'est vrai que les fourmis, c'est marrant, j'en ai parlé aujourd'hui, les fourmis, quand on est adolescent, moi, 12 ans après, j'ai toujours eu un fort esprit de rébellion, c'est pour ça que le métier d'auteur me convient bien, parce que c'est un métier très indépendant, et on peut dire fuck au système. Mais pour moi, c'est l'incarnation de ça, c'est les fourmis, avec, c'est marrant, on en a parlé tout à l'heure, je vais rappeler, mais c'est quand même l'histoire des fourmis, c'est une fourmi 3687, 103 683, qui dit aux autres fourmis de la fourmilière, j'aime pas comment vous faites, je trouve qu'on est coincé dans le vieux système archaïque, et si on veut avancer, il faut prendre des risques, et ces risques, c'est le feu. Et moi, ça m'avait marqué, j'étais genre, ah mais oui, c'est ça, on est coincé dans ce système. Bon, moi, à l'époque, c'était l'école, hein, évidemment, j'étais jeune, et j'avais l'impression, à chaque fois, qu'on me forçait des méthodes avec lesquelles moi, je n'étais pas toujours d'accord et qu'on ne me laissait pas explorer. Et du coup, quand j'ai lu ça, ça m'avait vraiment marqué, ça m'avait fait rentrer, et pour moi, c'est une très bonne incursion dans le monde de Bernard Werber, Les Fourmis, si vous ne l'avez pas lu, je le recommande. Ça date de 91, mais ça n'a pas pris une ride. On a la même vision, c'est la meilleure entrée. Attendez, je arrête tout de suite. Ne perdez pas votre temps à lire mes livres. Lisez les livres de Jonathan. on peut les lire. Moi, je suis la vieille garde, les vieux auteurs finis. Place à la version 2.0.
Il y a un vrai souffle Et lui, il dit pas non, non, elle est bien. Non, mais il y a un vrai souffle révolutionnaire. Et te dire, tu vois, le deuxième, Les Enfants de la Discorde, t'es dédié ce livre-là. Ouais. Et tu vois, c'était parce que dans ma tête, le premier souvenir que j'ai de toi, en tout cas en tant qu'artiste, c'est le souffle révolutionnaire que tu as fait naître en moi. Voilà, Donc, c'est une très belle conclusion. Le souffle révolutionnaire, merci beaucoup. Je vous rappelle le titre des ouvrages que vous pouvez donc acheter bien sûr et que nos auteurs vous dédicaceront. Les Enfants de la Discorde, Jonathan Werber chez Robert Laffont et chez le livre de Bernard Werber chez Albin Michel. Comme toujours, Le Temps des Chimères. Merci à vous tous. On vous retrouve sur notre stand en dédicace à côté.